Bonjour à tous, bienvenue dans ce live Lead Generation, transformer le chaos des données en stratégie gagnante. Bonjour Bonjour Lionel. à tous. Donc, ravi de Bonjour. vous accueillir aujourd'hui pour vous parler de data, évidemment, et de lead generation, et plus particulièrement la data au service de la lead gen. Vous l'avez remarqué, on a aujourd'hui de plus en plus de data disponible, de plus en plus de sources, de plus en plus de manières de collecter de la data, de la structurer, de l'enrichir et de la mettre à disposition. Et pour autant, ce n'est pas simple d'avoir des leads de qualité, des leads qualifiés, on va en parler. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir justement voir comment la data, bien utilisée, bien structurée, à disposition de l'ensemble des services marketing, mais également des services des équipes commerciales, puisque c'est le but, peut nous aider à mettre en place des campagnes de génération de leads. Donc, je suis accompagné aujourd'hui de Jonathan. Donc, si tu veux bien te présenter. Oui, bonjour, moi c'est Jonathan, créateur de contenu dans le domaine du marketing, du social media, et je suis ravi d'animer ce webinaire aux côtés de Lionel Bianco. Très bien, merci. Et moi, donc, je suis Lionel Bianco, je suis Business Development Director chez Altares. Donc, Altares, nous sommes l'expert de la donnée entreprise. On est partenaire exclusif de DB sur la France, Dun & Bradstreet sur la France, le Benelux et le Maghreb. Donc, on a près de 600 millions d'entités dans nos bases de données, des mails également, des contacts, des tas d'éléments. Et tout ça pour nous aider à répondre, à aider nos clients et partenaires sur des enjeux de sales and marketing, sales intelligence, c'est ce qui nous concerne aujourd'hui, mais également sur d'autres sujets comme la conformité, le risk management et également des sujets RSE. Sans plus tarder, on va peut-être pouvoir passer donc au menu. Oui, donc ce webinaire sera composé de 6 éléments. La data dans l'acquisition de leads. Puis on va passer après sur la fiabilité, le nettoyage et l'enrichissement, le ciblage et la segmentation et personnalisation. Puis on va aussi parler de comment on fait pour nurturer les différents prospects et valoriser ce lead sur la durée avec quel type de canaux. Croiser la data marketing et data financière, une des spécialités notamment de Datares. Et enfin, la stratégie data interne et externe et comment arbitrer ces types de données. Un petit mot sur le sujet, Lionel? Non, mais je pense que cet agenda est assez complet. Il va nous permettre de… on n'a pas longtemps, hein, on a une petite demi-heure. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Et puis ensuite, on pourra poursuivre en one-to-one si vous avez des questions supplémentaires beaucoup plus précises. Globalement, ça nous permet d'avoir une vision globale de la data à la génération de leads. Ça permet d'aborder différents sujets et on va essayer d'être le plus concret possible. N'hésitez pas à poser vos questions. L'idée, c'est également de prendre ce webinaire comme un outil permettant justement de donner quelques tips et justement de voir comment on peut vous accompagner. OK. Alors, premier constat, donc la data dans l'addition de lead SQL et MQL. On est passé de l'image de big data à la nécessité de faire du clean data. Le volume ne suffit plus, il faut de la qualité, du profilage précis et des outils de priorisation. Lionel, peux-tu m'en dire plus sur qu'est-ce que la data dans l'acquisition de lead? Alors, oui, on va parler de ça. Avant de parler de data et d'acquisition de lead, ce qui est important et ce qui est, ça me semble fondamental, c'est de bien préciser déjà qu'est-ce qu'on appelle un lead. On a mis ici SQL, MQL. Je ne sais pas si tout le monde est très familier de ça, mais globalement, un MQL, c'est un Marketing Qualified Lead. C'est donc un lead qui reste encore au sein des équipes marketing pour être nurturé via un contenu adapté. On n'est pas encore dans du prospect chaud. Un Sales Qualified Lead, c'est un lead qui est prêt à être transmis aux équipes de vente pour pouvoir rentrer en relation commerciale avec le prospect et donc pouvoir justement proposer l'ensemble des services et solutions, je dirais, de la société. Donc, c'est extrêmement important d'avoir bien ces définitions-là et surtout, donc, vous savez, il y a une tendance lourde actuellement qui est liée à l'alignement sales and marketing. Et donc, ce qui est extrêmement, on parle de ce marketing, ce qui est très important, c'est d'avoir clairement des actions marketing au service du commerce et surtout être certain que les leads qui vont être générés
par les équipes commerciales sont parfaitement compris par ces équipes de manière à pouvoir les traiter de la meilleure des manières. Puisqu'on parle de traiter des leads, un élément extrêmement important, on y reviendra, de traiter les leads très rapidement, même si on est au démarrage de notre webinaire. Une étude nous montrait qu'il fallait appeler un lead dans les 4 heures, une fois qu'il a été généré. Donc ça, c'est extrêmement important, quelle que soit la taille de l'entreprise, puisque dans plus de 55% des cas, la première relation avec le fournisseur via un lead, celui qui décrochait le téléphone le premier ou qui rentrait en contact le premier, dans 55% des cas, concrétisait l'offre. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc, toute cette partie-là est clé. Une fois qu'on a défini les leads et qu'on est aligné sur le traitement de ces leads, évidemment, la data est le socle, le point de démarrage fondamental de toute campagne de génération de leads. On l'a noté ici, on parle de piliers. Ça nous permet donc de justement cibler nos campagnes. Et le constat, c'est qu'on a de plus en plus de données, vous l'avez vu, avec des données disponibles sur le web, avec des éditeurs de bases de données, des données plus ou moins qualifiées. Et donc, il est extrêmement important d'aller vers une tendance qui est volume à segmentation. On parle même d'hyper-segmentation, d'hyper-personnalisation, on y reviendra tout à l'heure, pour justement définir les profils idéaux permettant donc derrière d'activer vos campagnes avec les leviers adaptés pour générer les meilleurs leads avec la meilleure qualité et donc évidemment derrière le ROI le plus important. Donc ce qu'on veut que vous reteniez là sur cette première étape, c'est un bon alignement sales and marketing, une bonne définition du lead et avoir en tête qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de data, mais trop de data tue la data, donc il faut derrière être en mesure de justement segmenter cette data et passer d'une approche volume à une approche segmentation et analyse précise. Justement, Lionel, peux-tu me dire quelles sont les différences majeures entre le SQL et le MQL? Donc, du coup, je précise les leads du sales par rapport aux leads du marketing. Donc, si on devait donner un exemple assez… Alors, il y a autant de définitions de SQL et de MQL, hein, je suis désolé pour tout le monde, que d'entreprises, que d'organisations commerciales, etc. Vous savez, je donne toujours un exemple. Je travaillais pour une grosse société basée sur le web qui avait un modèle pure player. Et pour eux, une définition de lead, c'était une structure avec un SIRET, une URL et qui n'était pas client encore de cette société-là. Et ça leur permettait, pour eux, ça c'était un lead, et même un lead SQL. Donc bon, voilà, pour moi, c'était quand même, c'était du MQL, mais bon, voilà, globalement, si on devait apporter une approche assez globale, on va dire que le MQL, ça va être plutôt tout ce qui va être téléchargement de livres blancs, lecture de personnes qui téléchargent ou qui lisent newsletter, des éléments qui ne permettent pas encore de rentrer dans une relation commerciale. On n'est pas encore dans du prospect chaud, on le verra tout à l'heure dans la notion de lead scoring. Le SQL, on va être vraiment sur la demande de devis si on est sur une approche avec de l'emailing via du Google Ads ou ce type de levier-là. On va être vraiment sur des personnes qui ont fait une demande de devis, une demande de rendez-vous, qui souhaitent amorcer la relation commerciale avec les forces de vente. Donc, avant d'envoyer une campagne CRM, il faut se poser une question simple. Est-ce que mes données sont propres et utilisables? Et selon différentes sources, on a un taux d'érosion des données de 20% chaque année, parce qu'avec différents types de raisons, parce que personne ne peut partir de son travail ou d'autres types de raisons. Lionel, quelle solution peut-on faire pour nettoyer sa base de données? Alors, on va parler de solutions, on va également parler de process. En fait, si vous voulez, on a dit le point de départ, et c'est l'objet de notre webinaire aujourd'hui, c'est de parler de fiabilité. L'important, c'est la data et la fiabilité de notre data. Et clairement, il est extrêmement important d'avoir une donnée, je dirais, la plus propre possible. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire être en mesure de supprimer les doublons. Mais avant de supprimer les doublons, se pose la question comment on fait pour supprimer les doublons si on est si on veut être très concret. Puisque est-ce qu'une structure qui a
si on trouve deux raisons sociales identiques dans une base de données, est-ce qu'on considère que c'est un doublon? Donc là, la clé fondamentale, c'est évidemment si on est sur une base de données domestique, ça va être le SIREN ou le SIRET. Et si on est sur de la data internationale, comme on vous l'a indiqué, c'est le DUNS. Le DUNS étant le DUNS number étant le SIREN à l'international que l'on a via donc, notre partenariat exclusif avec le réseau DB. Donc ça, c'est extrêmement important d'avoir cet identifiant unique en face de chacune de vos lignes. Et à partir de là, on va pouvoir travailler évidemment sur du dédoublonnage d'entreprise et après sur du dédoublonnage de contact, de manière à avoir une donnée la plus clean possible au démarrage. On va également regarder des données qui ne sont plus à jour par rapport à des bases de données référentes sur le marché. Est-ce que le contact est toujours présent dans la base, etc. Puisque on en parlera, mais vous savez, si je reprends tes éléments là où tu dis 20% de taux d'érosion et entre 20 et 25% de potentiel de prospection qu'on perd, on peut se dire finalement faire l'acquisition d'une base de données, c'est pas quelque chose c'est pas ce qui coûte le plus cher, mais en fait il y a les coûts directs et les coûts indirects. C'est-à-dire que si vous donnez à une force de vente, et on a tous connu ça, une base de données non qualifiée où on essaye d'appeler un prospect qui ne fait plus partie de l'entreprise depuis plusieurs années, où clairement on a également un impact indirect sur la motivation du collaborateur, sur le ROI global d'une campagne. Voilà. Donc en fait, il faut vraiment avoir en tête que cette notion de données et même le 20% qu'on indique là, il est plutôt bas. Hein. On avait même des taux qui étaient entre 20, qui montaient à 25, voire même 30%. C'est-à-dire que vous prenez votre CRM en début d'année, vous ne faites rien, vous faites la même extraction en fin d'année, vous regardez près d'une donnée sur 3, entre une donnée sur 5 et une donnée sur 3, une ligne, il y a une donnée qui est fausse, qui a bougé sur un dirigeant, sur un décideur, sur un numéro de téléphone, sur un mail. Donc, vous voyez, ça, c'est autant de raisons de mettre à jour cette donnée pour avoir des performances de campagne. Une fois qu'on a fonctionné comme ça, donc nous, notre manière de travailler, alors c'est on va extraire la donnée de votre CRM et on va la nettoyer avec l'ensemble de nos outils. Derrière, ce qui est extrêmement important, c'est la mise à jour. Hein, je pense que Jonathan, dans les idées de se dire comment on fait, voilà, ces notions de mise à jour, c'est quelque chose de fondamental et c'est quelque chose qu'on rencontre aussi, c'est une erreur que font certains de nos clients et partenaires, c'est-à-dire qu'ils font un one-off, ils nettoient une fois et après on se dit on verra. L'idée, c'est plus facile de mettre à jour la donnée et de la maintenir une fois qu'on a un socle propre, plutôt que derrière faire régulièrement tous les ans des mises à jour de données. Donc, ce qu'on propose là-dessus, c'est ensuite des mises à jour. Il y a différents formats. On définit ce qu'on appelle une mise à jour, hein, ce qu'on veut bouger en termes de données. Et derrière, on va être en mesure de mettre à jour par API, par web service, s'il le faut par des livraisons de fichiers de plus petite taille sur des serveurs sécurisés, pour avoir justement en permanence, suivant, je dirais, les besoins et les usages, puisque ça ne sert à rien dans certains cas de faire. Dans certains cas, on a besoin de mises à jour quotidiennes, dans certains cas, des mises à jour hebdomadaires peuvent suffire en fonction de votre usage, de mettre à jour les données en fonction de vos besoins. Autre point que je n'ai pas précisé et que je vais indiquer ici, c'est l'enrichissement de la donnée, puisqu'on nettoie, on met à jour et on enrichit. Et l'idée, c'est que vous puissiez aller chercher votre donnée, c'est un capital data clé, hein, il faut qu'elle soit le plus clean possible, parce qu'on va en parler, c'est grâce à ça que vous allez pouvoir faire des segmentations et faire derrière des ciblages intelligents. Mais cette donnée, il faut qu'elle soit évidemment à jour, et il faut que vous puissiez également l'enrichir avec la donnée nécessaire pour derrière répondre à vos enjeux métiers et notamment à vos usages de prospection. Clairement, je le dis souvent, ça ne sert à rien de rapatrier trop de données si derrière il n'y a pas d'utilisation de la part des services marketing ou des services commerciaux. Par contre, c'est extrêmement important d'aller chercher de la donnée complémentaire. Je spoil un petit peu ce qu'on dira tout à l'heure, mais typiquement en ce moment, vu du contexte, les scores de santé financière des entreprises
permettre justement de prioriser certains prospects plutôt que d'autres. Et donc, en ayant une donnée fiable, en ayant enrichi avec les données nécessaires, ça nous permet d'avoir évidemment le socle nécessaire pour mettre en place nos campagnes de prospection et de lead generation et avoir un ROI optimal. Alors, on va passer à au ciblage, segmentation et personnalisation. Mal ciblé, comme le disait Lionel, c'est gaspiller du budget, épuiser les équipes. Ce qui compte désormais, c'est d'identifier des signaux actionnables, comme le changement d'outil, une nouvelle équipe, un pic de l'activité, notamment sur un site internet ou le roulement stratégique. Lionel, peux-tu en dire plus sur les différentes techniques de ciblage et de segmentation? Alors, oui, en termes de ciblage, on a évidemment le ciblage, je dirais, classique, qu'il faut toujours avoir en tête par secteur d'activité. Alors, CodeNAF, alors j'en profite autour de la table. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui gèrent évidemment les bases de données de leur entreprise, mais on a une mise à jour du CodeNAF qui arrive en 2026, donc il va falloir apporter des modifications significatives par rapport à ça. Donc, la taille d'entreprise, le chiffre d'affaires, bon, tous ces éléments-là vous permettent de pouvoir justement identifier et faire des bonnes segmentations. Mais ce qui est très important, et ça ramène également, puisque tout est lié avec le point précédent, c'est vu que vous avez votre base de données, vous avez un capital data unique. Et donc, l'idée, ça va être justement, à partir de cette data unique qui a été préalablement nettoyée, de pouvoir faire, on va dire, des segments. Vous allez segmenter votre base de données en faisant notamment des clusters. Et donc, vous allez travailler sous forme de lookalike. C'est-à-dire qu'en fonction des profils de vos prospects, de vos contacts, de vos entreprises appétentes à une ou plusieurs de vos solutions, ça va permettre de constituer avec des facteurs discriminants pour permettre justement de créer des clusters d'entreprises. Et c'est ces entreprises-là que vous allez aller chercher chez des acteurs de référence pour pouvoir justement aller chercher des prospects qui vont être similaires, on parle de lookalike, à vos clients les plus intéressants en base de données pour pouvoir justement avoir des performances de campagne les plus intéressantes. Justement, nous allons donner 5 Lionel, on va faire un exercice. Je vais vous donner 5 données sous-estimées pour qualifier lead qu'on a identifiées avec Captares. Et vous allez me dire, est-ce que cette donnée est pertinente pour vous? Premièrement, le levée de fonds récent annoncé. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de cette donnée-là, de la levée de fonds récente annoncée, Lionel? Ah oui, pardon. Donc, cette donnée-là, c'est évidemment une donnée extrêmement pertinente parce que ça permet justement de voir si l'entreprise est en phase de développement et permet de pouvoir justement investir dans différents sujets et donc potentiellement avec ceux de nos clients et partenaires. Tout à fait. Ouais. Deuxième donnée, le poste clé en cours de recrutement. Par exemple, Head of CRM, Chief Marketing Officer. C'est les éléments qui sont extrêmement intéressants puisque si je prends notre cas de figure, allez, on parle de Head of CRM, etc., ça veut dire que potentiellement, la nouvelle personne en charge du CRM va avoir besoin de mettre à jour ses données, d'apporter également sa vision en termes de data. Et donc, c'est autant de discussions, de moyens, d'occasions, de discuter avec cette personne et de pouvoir proposer nos solutions. Là, on est sur la data, mais on peut imaginer des postes clés dans différents secteurs, les services généraux, les DRH, peu importe. Troisième donnée, la croissance soutenue de l'effectif sur 6 à 12 mois, notamment par exemple en regardant directement sur LinkedIn Premium. Comment ça s'appelle cette donnée? Alors, évidemment, donc on peut l'avoir sur différentes sources, on peut l'avoir dans des bases de données. On a également, nous, cette croissance d'effectifs. Une entreprise qui recrute, une entreprise qui a davantage de collaborateurs, c'est une entreprise qui a besoin de fournir du service et du matériel et qui va investir également. Donc, clairement, c'est des entreprises qui ont besoin
de se développer. Donc, c'est une donnée extrêmement intéressante. Ouais. Quatrième pépite de données qu'on peut retenir est le changement ou l'adoption d'un CRM ou d'un outil data marketing. Alors là, on est pile poil dans dans ce que l'on fait aujourd'hui. Évidemment, changement de CRM veut dire, voilà, donc nous concernant, donc c'est une donnée qui est cruciale. Et l'idée, c'est d'être même en avance de phase, hein, de savoir qu'une entreprise a un projet de changement de CRM. Et c'est à ce moment-là qu'on va être en mesure de les accompagner pour justement leur proposer la meilleure data, la data la plus clean possible, etc. Très bien. Donc, si on a parlé data, on a parlé de ciblage, clairement, ce qui est extrêmement important, donc cette data, et si on revient, Jonathan, quelques secondes sur la slide précédente, ce qui est important, c'est on parle de segmentation, on parle également on en a parlé de scoring et persona, donc ça, c'est une manière visuelle, si vous voulez, de mettre en lumière le fait de mettre des clusters, hein, des profils types, hein, c'est clairement là-dessus qu'on va travailler. Et il y a une tendance lourde sur laquelle on souhaitait insister avec Jonathan, qui est l'hyper-personnalisation, parce que clairement, aujourd'hui, on parle même d'hyper-contextualisation. Aujourd'hui, il est extrêmement important, lorsqu'on met en place des campagnes, d'avoir, on parlait d'approche ciblée, mais d'avoir également le meilleur message, le message le plus adapté à la personne. Alors, il y a 20 ans, j'ai connu la personnalisation où il suffisait de dire bonjour monsieur X en tant que responsable de la société Y, etc. C'était une première étape. Maintenant, on va beaucoup plus loin. On arrive grâce au scoring, au lead scoring, on y reviendra, c'est-à-dire jusqu'à son niveau d'appétence et d'intérêt, son niveau de chaleur. On va être en mesure de lui pousser un message plus ou moins chaud pour lui donner envie de passer à l'étape suivante, hein, et donc de convertir. Donc, on parle d'hyper-personnalisation, de contextualisation. Il va de soi, évidemment, j'insiste, hein, sur la qualité de la data, qu'une hyper-personnalisation sans données de qualité, par contre, là, c'est contre-productif. On a tous reçu un email avec un mauvais nom, un mauvais prénom, etc. Clairement, on jette. Pour nous, c'est clairement du spam. D'accord. Et donc, toute cette donnée-là, avec finalement ce qui se passe sur les mails, va nous permettre donc les mails et l'ensemble des leviers disponibles, ça va nous permettre d'alimenter notre base de données et on est dans le cercle vertueux. Sur cette partie-là qui est extrêmement importante, puisque on le rappelle, le but de ce webinaire, c'est de parler de la data au service de la génération de leads. Il nous semble important de mettre le doigt sur finalement l'omnicanalité. C'est aujourd'hui quelque chose qu'on rencontre. On a connu des périodes où on avait des campagnes qui fonctionnaient en silo. On envoyait des mails, on regardait comment ça fonctionnait. On faisait du téléphone, on regardait. On faisait du SIA, on regardait comment ça fonctionnait. Aujourd'hui, c'est la multiplicité des points de contact sur cette data de qualité, sur ces prospects de qualité, qui va faire qu'à un moment donné, le prospect va décider de passer à l'étape suivante et va donc, à un moment donné, rentrer en contact avec la marque, avec l'annonceur, pour justement se transformer dans une première étape en MQL et ensuite basculer en SQL. Donc, c'est beaucoup plus compliqué à tracer, clairement, puisque vous avez ce qu'on essaie de mettre en avant. J'espère qu'on a réussi dans cette slide, c'est-à-dire tout est interconnecté. Mais par contre, aujourd'hui, c'est vraiment des tendances lourdes qu'on note et ça permet vraiment de maximiser la performance des campagnes. Lionel, on va parler de concret. Justement, quand tu parles d'omnicanalité, quelles sont les combinaisons de signaux qui permettent aujourd'hui un ciblage vraiment différenciant? Alors, l'omnicanalité et la combinaison, j'ai envie de dire que sur la combinaison des différents leviers qu'on peut utiliser, il y a autant de combinaisons possibles, je dirais, que de définition de lead MQL et de définition de lead SQL et d'organisation d'entreprise. Je pourrais donner des exemples assez classiques en disant, par exemple, une approche consiste à dire j'envoie un premier email, des schémas standards, c'est une mise en relation sur les réseaux, donc notamment sur du LinkedIn, mise en relation sur du LinkedIn, message LinkedIn,
derrière une relance LinkedIn, pas de réponse, j'envoie un email, derrière pas de réponse, je passe par du téléphone. C'est quelque chose de très basique dans la présentation, mais c'est pour montrer, si vous voulez, un exemple de scénario, mais il faudrait la rentrer dans chaque usage et dans chaque organisation des participants, si on a un sujet précis, pour justement avoir, je dirais, la meilleure combinaison possible. Et puis, un autre point important, c'est que moi, je suis très test and learn, c'est-à-dire on a parfois des certitudes, mais c'est également intéressant de tester, de faire des A/B tests. Et la clé, c'est de mettre les bons KPI pour regarder ce qu'on peut mesurer. On a le droit de ne pas savoir si c'est le scénario A ou le scénario B qui va plus marcher sur une cible. Et donc, ce qu'on préconise, c'est de prendre des échantillons. À partir de là, on fait un test. On a la chance aujourd'hui dans le digital, on a la capacité d'avoir des premiers résultats assez rapides. Je ne parle pas de concrétisation de vente, mais des premiers résultats, nombre de mises en relation, nombre d'acceptation de mise en relation, de réponse à des messages, d'ouverture de clics si on est sur de l'email, d'appels argumentés si on est sur du téléphone. Bon, bref, toutes ces choses-là nous permettent de pouvoir mesurer rapidement une campagne et donc après, derrière, de la déployer sur la totalité de notre cible. On va passer à une donnée inédite qui est le scoring financier. Donc, vous savez, il y a une différence fondamentale entre l'intérêt marketing du lead et sa capacité à acheter. Vous avez sûrement regardé un lead qui était très chaud, mais finalement, qui n'avait finalement, en regardant de plus près, il n'avait finalement pas les capacités financières à finalement acheter une solution. Lionel, pouvez-vous m'en dire plus sur le score de solvabilité dans le lead? Alors, en fait, cette notion de solvabilité, elle nous semble évidemment, alors nous, on est acteur leader dans ce domaine, mais pour nous, elle est vraiment clé et cruciale. Ce qu'on a tendance à dire, c'est avoir des prospects, c'est bien, mais des prospects qui payent, in fine, c'est quand même mieux, puisque c'est ça. Et quels que soient les secteurs dans lesquels on va intervenir, les équipes commerciales sont très souvent amenées à devoir faire des propositions plus ou moins adaptées en fonction de la santé financière. Donc peut-être un petit flashback, le score de solvabilité, qu'est-ce que c'est? C'est un score qui est basé sur différents éléments. Nous, chez Altares, c'est un score qui se base pardonnez-moi, sur des éléments financiers et extra-financiers, qui permet donc, on mesure les défaillances, les comportements de paiement, évidemment des éléments bilanciels, des secteurs d'activité, des tas et des tas d'éléments. On a des experts qui travaillent là-dessus pour optimiser en permanence ce score. Et tout ça nous permet d'avoir aujourd'hui la totalité des plus de 13 millions de SIRET actifs scorés dans nos bases de données. Et ces scores sont soit sur 100, soit on peut même les mettre en catégorie de score. Société avec une très faible probabilité de défaillance. Et après, on va jusqu'à un score de santé financière qui peut être, on va dire globalement très bon, moyen ou à surveiller. Clairement, c'est ça. Et donc, à partir de là, cette donnée, elle est importante. Alors, si on est j'avais un exemple, j'ai changé pas plus tard qu'il y a une semaine avec une société qui faisait du leasing dans l'automobile. Donc, clairement, s'assurer qu'une société est en bonne santé financière, c'est fondamental parce que même si le prospect veut acheter et est prêt à prendre le véhicule, si derrière, ça ne passe pas à ce niveau-là, ça ne passera pas auprès des CFO et clairement, ça ne fonctionnera pas. Mais d'une manière générale, ça permet justement d'adapter son discours au niveau commercial pour proposer les bonnes conditions de règlement en fonction de la santé financière. Donc, on est dans un contexte économique quand même qui est un petit peu tendu. On ne peut pas occulter ce point-là. Et donc, ce score de solvabilité, là où il pouvait paraître facultatif en certaines périodes, il demeure en ce moment vraiment fondamental. Et donc, si on couple ça avec le lead scoring, et je me suis permis de donner des exemples de lead scoring. Le lead scoring, c'est quoi? C'est à quel moment un prospect va passer de tiède à chaud. Jonathan, on en parlait tout à l'heure en disant à quel moment on passe de MQL à SQL. On peut donner un exemple. Il y a différentes méthodes. Vous pouvez mettre des points. On peut imaginer qu'à partir du moment où un lead a 15 points, ça devient concrètement
un lead chaud. Et on peut dire que quelqu'un qui a un prospect qui a lu un article de blog ou qui a téléchargé, qui a lu une newsletter, c'est 1 point. Quelqu'un qui a téléchargé un livre blanc, on va lui rajouter 4 points. Quelqu'un qui a téléchargé un use case client, il est un peu plus chaud, on va lui rajouter 5 points. Quelqu'un qui a été sur la page tarif de notre site ou qui a derrière cliqué sur une demande de devis, demande d'info, ben là, on lui rajoute 5 points. Si on fait la somme de tout ça, on est à 15 points. On a passé on est à 16 ou 17 points, on a passé les 15 points et on peut considérer qu'à ce moment-là, ça devient un lead chaud qui est prêt à envoyer à la force de vente. Si on rajoute à ça le score de solvabilité, derrière, on a tous les éléments pour avoir finalement un prospect optimal et derrière un prospect qui a toutes les chances de transformer. On va passer au lead nurturing. Évidemment, trop d'équipes abandonnent leur lead après une première non-réponse. Et en fait, maintenant, on est face à un constat, notamment, c'est que le tunnel d'achat, notamment en B2B, c'est allongé et qu'il faut constamment interagir avec le lead. Donc, voilà, par exemple, notamment, moi, je travaille sur les réseaux sociaux. Le lead froid, notamment, on le fait à travers des posts. Et le lead tiède, on va notamment le faire sur des contenus à forte valeur ajoutée comme des certificats. Et après, les leads chauds, on passe vraiment sur du closing. On va le faire sur notamment des messages personnalisés. Et enfin, bien sûr, ce lead-là, il faut constamment l'entretenir et on va utiliser la relation continue. Et pour vous, chez Lionel, chez Altares, comment vous déterminez, comment vous faites le lead nurturing? Donc, en fait, c'est un élément qui est extrêmement important, ce lead nurturing, parce que donc Jonathan, tu as bien résumé, hein, le lead il va passer de froid à tiède, chaud, puis derrière, une fois qu'il sera chaud, il faut que ça devienne un client fidèle et l'idéal c'est d'avoir derrière un ambassadeur. J'ai donné tout à l'heure des exemples en fonction dans la slide précédente, en fonction de la réactivité du prospect à des actions marketing. En quoi il pouvait devenir chaud. Donc, on voit ici, lead chaud, on a mis des mots de produits, offre personnalisée, demande de devis, etc. Donc, ça, c'est important. Mais le point qui me semblait extrêmement intéressant, c'est d'avoir en tête qu'aujourd'hui, c'est important, lorsqu'on met en place une campagne, de se dire que cette campagne, je répète, on a une data de bonne qualité. Derrière, on va mettre en place nos campagnes en omnicanal, personnalisé, hyper contextualisé, hein, j'insiste. Et derrière, ce qui est très important, c'est de se dire que cette campagne, elle va générer différents types de leads. Et on a aujourd'hui, parfois, on rencontre des cas d'usage où des services marketing vont se focaliser principalement sur le lead show. Évidemment, quand on met en place une campagne, on veut faire du lead show et même, je vais même plus loin, ce n'est pas du lead show qu'on veut parce qu'on n'est pas rémunéré au lead show. Ce qu'on veut, c'est des ventes. Hein, ce qu'on veut, c'est avoir des leads et des leads qui transforment. Par contre, dans certains cas, en fonction des entreprises, en fonction des cycles de vente, etc., on va avoir des leads qui vont nécessiter un peu plus de temps pour se convertir et un peu plus d'échanges. Et ce n'est pas le premier message qui va permettre simplement de passer du prospect froid au lead chaud. Et donc, ce qui est intéressant, c'est également dans le cadre d'une campagne, en même temps, ça permet de mutualiser le budget, d'avoir une campagne avec différents objectifs. Un objectif de lead show, avoir des personnes qui ont demandé des démos, demandé des rappels, etc. Mais également des leads tièdes qui vont permettre, voire des leads froids, qui vont permettre soit d'aller dans les services marketing et qui vont rentrer dans les outils de marketing automation et qui vont demain être chauds avec des scénarios bien adaptés, soit même alimenter, je dirais, le CRM de l'entreprise pour permettre justement, oui, au service marketing de pouvoir travailler dessus, mais, et c'est aussi parfois une réalité, si on est en manque de leads, parce que ça peut arriver, et ben dans ces conditions, il faut que le marketing et les sales échangent ensemble pour aller potentiellement aller chercher des leads un petit peu moins chauds, adapter des offres, des discours, des approches, on en revient à l'alignement sales and marketing, pour pouvoir justement essayer de transformer ces leads tièdes en chaud et en potentielle opportunité d'affaires. Donc, c'est ça qui me semble extrêmement important et à avoir en tête, c'est-à-dire qu'il faut absolument voir une campagne dans sa globalité et pas dire, ben voilà, j'ai fait une campagne, combien j'ai eu de leads chauds à la fin de cette campagne. C'est j'ai fait une campagne, combien j'ai eu de leads chauds, évidemment,
combien j'ai eu de leads tièdes et de leads froids, et il faut trouver un prestataire capable de vous livrer également ces leads moins chauds et que vous puissiez les exploiter, et in fine, bien mesurer derrière la conversion et les ventes. On va passer par une étude de cas. Il nous est forcément arrivé, du coup, notamment dans les équipes marketing, qu'un lead était hyper chaud, il a multiplié les signaux pour acheter, et puis d'un coup, il n'interagit plus. Et donc, la question, c'est à partir de quand on requalifie un lead très chaud et on le repasse à un lead tiède? Alors, c'est difficile de donner des éléments standards pour tout le monde. Là, en préparant ce webinaire, là, j'étais tombé sur une étude, j'avais 2 études de Gartner et une autre de Forrester qui disaient que si on n'a pas d'interaction entre 14 jours et maximum 30 jours, un mois, il faut forcément faire baisser le lead d'une catégorie. Alors, est-ce que c'est d'un score? Est-ce que c'est on en par points en lead scoring? Est-ce que c'est par catégorie? Bon, ça, c'est chaque organisation qui va fonctionner. Mais globalement, ce qu'il faut regarder, si on veut avoir, voilà, c'est si c'est un lead chaud et si on voit que le prospect ne réagit plus avec les équipes commerciales, repousse sa décision, etc., à un moment donné, et là, je prends ma casquette plutôt de manager commercial, à un moment donné, il faut se dire, ben voilà, on va le baisser en termes de niveau d'engagement dans notre CRM. Et à côté de ça, sur la partie marketing, il faut également mesurer tout ça. Si on se rend compte que le prospect interagit moins avec nos newsletters, interagit moins avec nos messages sur les réseaux sociaux, si on fait des posts LinkedIn, etc., clairement, là, on a un sujet et on est en train d'avoir un prospect chaud qui est en train de se refroidir. Et la question qu'il faut qu'on se pose là, c'est pourquoi, évidemment, et qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir le réchauffer. Donc, le point de départ, c'est vraiment de prendre conscience qu'on a certains leads qui vont se refroidir. Et le deuxième point qui est important, c'est de se dire derrière comment on le réchauffe. Et là, on le réchauffe avec des messages adaptés, des nouveaux canaux, des offres spécifiques pour pouvoir justement, il faut lui parler différemment, comprendre ce qui ne va pas pour pouvoir justement remonter un bon niveau de chaleur. On va passer à la data interne externe. En fait, donc, la data interne, qui est le CRM, l'analytics, les comptes visiteurs, il est souvent riche, très précis, mais fragmenté, vieillissante vieillissante, alors que la data externe sont faits à partir d'achats de base, de signaux marché ou des données financières, permet d'élargir la vision, de détecter les signaux faibles et d'enrichir la segmentation. Donc, quelle est la complémentarité entre la data interne et externe pour toi, Lionel? Alors, je vais essayer d'être assez rapide puisque le temps tourne, on a beaucoup de choses à se dire. Pour moi, comme tu disais, Jonathan, interne-externe, la réponse est dans ta question, il y a une réelle complémentarité. C'est-à-dire qu'on en a parlé, il faut évidemment avoir la data de la meilleure qualité possible, etc. On ne va pas y revenir. Et à partir de là, d'aller chercher de la data complémentaire pour pouvoir justement élargir ces bases de données et faire également de la prospection. Mais ce qui est intéressant, donc, se focaliser que sur sa data, sauf si vous êtes une entreprise qui ne doit pas faire de croissance, qui ne doit pas faire de newbies, je ne vois pas comment on peut clairement le faire. Et ça peut être également intéressant d'élargir ça finalement à doit-on gérer en interne ces campagnes de génération de leads ou doit-on externaliser ces campagnes de génération de leads? Et nous, on est un éditeur de data, spécialiste de la data. On est également une société spécialisée dans la génération de leads, mais je ne vais pas dire qu'il faut tout externaliser. Ce n'est pas vrai. Ça dépend de vos organisations, ça dépend de votre maturité. Et ce qui est également important, c'est, moi, ce que je préconise vraiment, c'est de mixer les deux. Parce que ça permet de pouvoir se diversifier dans vos actions de marketing, de conquête, d'acquisition. Si vous avez une défaillance d'un prestataire externe, ben vous avez vos solutions en interne. Ça permet également de benchmarker. Quels sont les leviers utilisés, quelles sont aujourd'hui les actions menées. Voilà, on a très peu parlé aujourd'hui, mais si on parle de l'IA, parce que la question se pose, quid de l'IA ici, ben, ça permet de voir en quoi les acteurs utilisent aujourd'hui de l'IA pour mettre en place des campagnes pour la donnée. Si on donne, nous, en quelques secondes, notre usage de l'IA, il est principalement, clairement, sur une approche algorithme, segmentation intelligente. On se base sur ce qui s'est passé dans les campagnes pour être sur derrière
du prédictif. Donc, c'est dans cette segmentation-là qu'on utilise principalement l'IA et également dans la production de contenu, que ce soit sur des posts LinkedIn, sur des campagnes email, sur des scripts télémarketing si on utilise le téléphone. Bon, bref, tout ça nous permet d'avancer là-dessus. Et donc, comme ça bouge très vite en ce moment, le fait d'avoir de mixer interne-externe permet aux équipes internes de pouvoir également se challenger avec des équipes externes. Justement, cela peut créer aussi des problèmes de fiabilité. Quels conseils conseillerez-vous pour synchroniser les deux sources sans créer ce problème de fiabilité? Ben, l'idée, c'est d'avoir quand même une source socle et un master, hein, je dirais, voilà. Et après, le point clé, ça va être vraiment de travailler avec des acteurs référents. Il existe des tas de solutions qui poussent aujourd'hui. Ben voilà, moi, ce que je préconise là-dessus, évidemment, on se définit comme tel, mais il y a d'autres acteurs. Mais l'idée, c'est clairement de pouvoir travailler avec des acteurs référents, avec une couverture de base de données la plus large possible, une profondeur de data la plus profonde possible pour donner un maximum de données et permettre justement cette hyper-personnalisation, cette segmentation et donc derrière trouver cette performance sur l'ensemble des campagnes. En conclusion, on croit souvent, à tort, qu'une heure base, c'est suffisant pour générer des leads. Désormais, on est entré dans l'ère de la qualité. La qualité prime largement sur la quantité. Il faut mieux vraiment un fichier de 500 leads bien sauvable et actif qu'un fichier de 10 000 dormants. Lionel, peux-tu m'en dire plus sur les conclusions de cette présentation? Oui, ben, finalement, cette slide-là, elle résume un petit peu tout ce qu'on vient de se dire, hein. On va de la data finalement au suivi client. Donc, on est voilà, en passant par le traitement commercial. Donc là, ce qui nous semblait intéressant, c'est de montrer vraiment l'ensemble des services intervenant dans l'entreprise, hein. Faire des leads, ce n'est pas que le sujet du service marketing, et faire des ventes, ce n'est pas que les équipes commerciales, hein, c'est l'ensemble de l'entreprise. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est donc là de voir dans un schéma assez simple, potentiel de départ, ciblage, ça c'est important, on l'a vu, en mixant interne et externe. Derrière, l'activation digitale en omnicanal, en mettant en place également des bons indicateurs. Derrière, le bon lien avec, je dirais, les équipes commerciales. Ça, c'est important, on parle d'alignement sales and marketing. Et derrière, une fois qu'on a transformé le prospect, le lead en client, évidemment, de l'upseller, de cross-seller, de s'en servir comme un ambassadeur et donc de continuer à travailler sa base de données pour justement catégoriser et mettre en place des actions spécifiques en fonction des différentes typologies de clients. Très bien. Merci d'avoir assisté à la présentation. N'hésitez pas si vous avez des questions-réponses. Et si vous avez des questions ultérieures, n'hésitez pas à directement s'adresser à Lionel ou à moi, directement par messagerie sur LinkedIn. Nous serons ravis de vous y répondre. Donc, on a un petit peu dépassé, mais voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est par chat, sur l'onglet questions, pardonnez-moi. Prenez votre temps, hein, sinon… J'espère que cette présentation vous a plu et qu'elle vous a apporté quelques éléments. On ne peut pas rentrer trop dans le détail, mais si vous avez besoin, n'hésitez pas. Bon, bah, dans ce cas, on a une question. Attendez. Alors, chez AltaresDB, quelles sont les sources externes de données qui alimentent vos propres bases? Donc, ça va dépendre donc, je ne peux pas citer les partenariats comme ça, mais ça va dépendre, si vous voulez, de quelles données on parle. Si on est sur la donnée Sales and Marketing, on a des partenariats exclusifs avec des acteurs collecteurs de data contact et data mail. Après, nous, on est producteur de data, donc une grosse partie vient de nos propres modes de collecte, notamment sur la data contact et la data entreprise. Après, on est licencié des données officielles, hein, INCR, NCS, toutes ces choses-là. Donc voilà, je ne sais pas si vous appelez ça data externe. Yann, je vois votre question. Voilà. Très bien. Donc, on n'a pas parlé d'RGPD. Je vois Fatila qui dit oui, ça ne concerne pas le juridique. On a un côté juridique voilà, sur la partie
sur la partie RGPD, ça pourrait être l'objet d'un webinaire en tant que tel. Et donc, clairement, quand on parlait d'acteurs, il est évident qu'il est important de se rapprocher d'acteurs qui sont en conformité avec la RGPD. Donc voilà, c'est évidemment notre cas, mais il faut surtout faire attention par rapport à ça. Et sur la communication publicitaire également, s'assurer que vous travaillez avec des acteurs qui respectent, bien entendu, puisqu'ils vont communiquer avec votre marque si vous leur confiez vos campagnes de prospection. Donc ça, c'est extrêmement important. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Très bien, merci à vous. On vous remercie vraiment d'avoir assisté à ce webinaire. On vous dit à bientôt et n'hésitez pas si vous avez des questions. Bon appétit et à très vite. Au revoir. Au revoir.